Évidemment, toutes nos activités ont été supprimées, donc les animations, nous, on va beaucoup dans les écoles, les formations et les supervisions d'équipe, et ça veut dire, des pertes financières assez sèches. On a évalué, les pertes financières à 40 000 € et ça a une répercussion directe sur les salaires parce que, heu, disons que la subvention permet, un certain nombre de subventionner un certain nombre de salaires, mais qu'on a décidé, nous, de salarier davantage de personnes que ce que nous permet la subvention, mais c'est les activités qui nous permettent de maintenir les salaires. Donc, il y a un impact direct d'une perte financière sur, les salaires à plus ou moins court terme. Alors ça, c'est pour, oui, les pertes financières. Il n'y a pas eu d'impact sur, il n'y a pas eu de chômage technique. Alors ça, c'était un peu compliqué de mettre au chômage technique parce qu'on n'a pas le droit de mettre tout le monde au chômage technique puisqu'il y a des emplois qui sont subventionnés et ceux-là, on ne peut pas les mettre en chômage technique et du coup, on aurait dû créer une sorte d'inégalité entre les travailleurs qui tenaient juste au mode de financement des salaires. Et donc, on a décidé de maintenir tout le monde en temps plein. Et on a effectivement réorganisé le travail. Alors il y a eu, je dirais, au moins ceux qui ont développé tous les aspects d'animation en virtuel, avec une sorte de fracture numérique qui a pu se développer encore un peu plus dans l'équipe, c'est-à-dire il y a ceux qui sont déjà plus compétents que les autres, et cette période-là les a rendus encore plus compétents parce qu'il y a eu des tas de projets qui se sont développés d'animation en ligne, d'exposition virtuelle, de montage audiovisuel, et c'était l'occasion pour ceux qui étaient déjà un peu accommodés aux outils numériques, de se mettre en main des logiciels libres, par exemple, pour devenir plus compétents encore. Et alors d'autres ont fait d'autres types de travaux, comme il y a eu un travail de fond de recherche, par exemple, qui était rendu un peu favorable aussi par la période. On a un tout gros projet, qui est un partenariat privilégié, donc un projet qui met, les écoles en partenariat avec, des lieux culturels, et il porte sur, le chez soi. Alors c'était du coup, presque une opportunité, le confinement, parce qu'il y a quand même évidemment des parallèles entre la thématique qui était, globalement l'espace, le chez soi, le dehors et le dedans, la façon de s'approprier la ville quand on marche dans la ville, enfin des choses comme ça. Et on a plutôt pris appui sur l'expérience que les enfants faisaient, une expérience un peu neuve finalement pour eux, pour continuer des animations sur cette thématique-là, d'une façon virtuelle. Donc on est resté en contact avec certaines écoles. Elles ne sont pas toutes égales devant le développement du virtuel. Il y a des écoles qui ont presque perdu le contact avec les enfants, et du coup nous aussi dans ces cas-là. Puis d'autres au contraire où il y a eu pas mal de choses qui sont faites en ligne. Alors il y a aussi eu tout un truc qui n'était pas du tout virtuel parce qu'on n'est pas 100% fan du virtuel. On a trouvé certains avantages, comme l'expo virtuelle qui terminera cette année le cycle. Généralement, c'est une expo dans un vrai musée. Il y a une façon de valoriser le travail de toute une année avec les enfants dans un lieu qui est un peu symboliquement fort, mais finalement, là, il va y avoir une expo virtuelle avec une autre façon de valoriser en gardant une trace durable du travail mené dans le cadre de ce partenariat-là. PP, vous êtes ici, le partenariat sur, enfin le travail sur le chez soi. Mais donc, il n'y a pas que le virtuel, il y a aussi eu les randophilos. On a été plusieurs dans plusieurs villes à préparer des randos à quelques-uns en respectant un peu les mesures du confinement, enfin, et en essayant de nouveau de d'apprivoiser l'espace public ou la nature avec toutes sortes de petites consignes qui permettent soit de faire travailler ses 5 sens, soit de regarder la ville et de la photographier en temps de confinement, d'avoir une thématique et de piocher des cartes au hasard et de pouvoir en discuter sous un angle qui est tiré au hasard
pendant qu'on marche, et marcher change un peu la façon dont on réfléchit. Et sinon, enfin, j'en parlais tout à l'heure, il y a eu la recherche. Bon, être confiné chez soi, il y a quand même une atmosphère qui est favorable quand on a un travail un peu de fond. Et c'est important pour nous aussi de ne pas juste courir d'animation en animation, mais de temps en temps de se retourner vers nos pratiques pour les interroger. Alors là, il y avait un livre qui traînait depuis des années, qui était une sorte de manuel sur les méthodes de discussion philo avec les enfants. Ben voilà, il est fini, il paraîtra en septembre. Et finalement, on est assez content d'avoir enfin réussi à terminer ce boulot qui est toujours postposé parce qu'il y a toujours quelque chose de plus urgent. Il y a notamment la question de la réflexion sur le numérique. On se rend bien compte évidemment que c'est tentant de développer le numérique, c'est ce qu'on a fait pendant toute cette période contraint et forcée. Mais évidemment, il faut le faire avec une certaine lucidité, une certaine prudence. Ce serait dommage d'imaginer que les enfants soient plus encore devant leurs écrans, alors qu'on sait déjà qu'ils y passent un peu plus de 6 heures en moyenne quand ils sont jeunes, ce qui est vraiment énorme. Maintenant, nous, notre constat pendant cette période, c'est pas tellement le nombre d'heures. Alors, c'est vrai qu'il est sûrement un peu inquiétant, un peu trop conséquent, mais c'est aussi et surtout peut-être le type d'usage. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'ils passent des heures qu'ils sont, les enfants devant leurs écrans, qui sont capables de vraiment gérer les outils du numérique. Et puis alors, une autre réflexion pour nous, c'est vraiment la place de la culture dans la société, parce qu'on a parlé de l'utilité sociale des métiers. Et évidemment, on a mis en avant une série de métiers qui ont l'air d'être absolument indispensables au fonctionnement d'une société. On a besoin de manger, on a besoin d'être en bonne santé. Et on se rend bien compte que la culture, là, elle risque d'être ce qu'elle est souvent dans les pays qui ne sont pas en bonne santé économique, c'est-à-dire quelque chose de complètement négligé, jugé inessentiel. Et je trouve que la façon dont on a géré le confinement et le déconfinement montre que l'école, bah, elle a été jugée, enfin, c'est une pièce de la société qui est la garderie des enfants, quoi. Mais il me semble qu'il y a une évolution du secteur jeunesse qui va vers la culture, et qui dit la jeunesse, c'est pas juste justement de la garderie de luxe des enfants en après-scolaire. Il y a des apprentissages fondamentaux qui se font tant du côté du vivre ensemble, mais aussi de l'accès à la culture et à toutes les formes de culture. Et moi, je trouve que c'est ça qu'il faut défendre, quoi. C'est pas une garderie. Les scouts le samedi matin, c'est pas juste pour que les enfants soient pas dans les pattes des parents. Les ateliers philo, pareil. Enfin voilà, toutes les activités de notre secteur, elles doivent revendiquer la qualité propre qui est d'être une activité émancipatrice pour des jeunes, une activité qui les met en réseau, en contact, qui leur apprend des choses essentielles qu'on n'apprend pas toujours dans sa famille, quoi. Voilà. La crise, elle provoque vraiment une focale sur le secteur de soins de santé, puisque c'est une crise sanitaire. On regarde tous l'état de notre système de santé. Et effectivement, je crois qu'il y aura une certaine vigilance un peu plus grande du public par rapport aux politiques de soins de santé, quoi. Donc c'est presque là où ça m'inquiète le moins, parce que j'ai l'impression que là, les gens sont un peu alertés et que la presse est alertée et que du coup, ils ne vont pas lâcher peut-être le morceau trop vite. Je pense que c'est pour cette raison que Macron en France a déjà annoncé des mesures financières de revalorisation du secteur. Et donc moi, je trouve que philosopher, c'est savoir où regarder, et parfois ne pas regarder dans la même direction, là où tout le monde est en train d'observer, et se demander ce qu'on oublie d'autre, ce qu'on ne montre pas. Et la grande question qu'il faudra se poser, je trouve, c'est qui va payer le prix du, du confinement. Mais là où je pense que la philosophie est utile,
c'est que cette crise a montré qu'on on reculait tous comme citoyens, heu, en se disant: «Je peux pas juger» et philosopher finalement, c'est apprendre à juger. On a dit ça au sujet de la mesure de confinement, on a dit ça, au sujet de la chloroquine, au sujet du débat qui a opposé Raoult en France à d'autres médecins. On a toujours dit: «On peut pas juger». En tout cas, c'est un réflexe assez banal et finalement, c'est un réflexe à combattre parce que c'est pas vrai qu'on peut pas juger, on n'est pas expert médecin, mais il y a dans les discours, heu, des choses qu'on peut juger. On peut juger de la pertinence de quelque chose, on peut juger de la crédibilité de quelqu'un et puis il y a d'autres choses que philosopher, permet et qui sont peut-être, vraiment utiles, c'est, à continuer à questionner quand il y a des mots d'ordre. Hem Et les mots d'ordre, c'est typiquement rester chez vous, hein, on l'a vu affiché sur les fenêtres, des gens dans la rue, au coin des écrans de télé, restez chez vous. On sentait bien qu'il fallait pas critiquer ça, il fallait juste obéir, à cette mesure-là. Et dans les questions qui doivent être posées, moi j'en retiens une parce qu'elle, elle concerne un peu la jeunesse. C'est une question qui a été posée justement par un philosophe en période de confinement et ce philosophe, c'est André Comte-Sponville qui disait, «J'aime mieux attraper le Covid dans un pays, libre qu'échapper dans un pays totalitaire» et donc qui critiquait, les mesures comme étant des mesures d'un pays, totalitaire. C'est en France, mais il parlait aussi de la Belgique, il a d'ailleurs évoqué et puis il disait, sa tristesse, heu, à l'idée que ceux qui allaient payer, le prix du confinement, c'était les jeunes. On a voulu sauver à tout prix, à n'importe quel prix, comme si cette question du prix d'une vie était une question scandaleuse. Mais en contrepartie, qui va payer? Bah, c'est peut-être les jeunes. On leur offre une planète, dans un état, de pollution, déjà avancé et on leur offre, peut-être une dette publique encore un peu aggravée par, le confinement.